18h passées de 15 minutes au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Ce vendredi, nous allons tout d'abord parler de la visite surprise du chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, sur les installations de la société d'exploitation aurifère Samira située dans la région de Tillabéri. Ensuite, le Conseil des ministres du 22 février qui a attribué à des sociétés nationales 2 nouveaux permis dédiés à l'extraction du cuivre et de l'uranium. Enfin, à la veille du mois de Ramadan, le chef de l'État qui instruit les opérateurs économiques à ne pas renchérir les prix des denrées alimentaires prisées en cette période. Et pour en débattre, je reçois M. Senissa, journaliste indépendant. Bonsoir, doyen. Bonsoir. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir. Bonsoir. Et Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, Madame Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfa à la modération. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, a effectué ce dimanche 23 février 2025 une visite surprise sur les installations de la société d'exploitation aurifère Samira située dans la région de Tillabéri. Cette première visite terrain a conduit le chef de l'État également à la zone de défense numéro 9 de la région de Tillabéri, précisément au village de Libiri ainsi qu'à l'usine de la société des mines de Liptako. Selon l'agence nigérienne de presse, l'objectif de ces visites est de rencontrer les forces de défense et de sécurité qui sont au niveau de Samira, constater leurs conditions de vie et de travail, rehausser leur morale, les soutenir dans leur mission régalienne de sécurisation des populations et aussi les appeler à beaucoup plus de résilience. Alors je commence avec vous, Abdoulaye. Quel commentaire sur cette première sortie terrain du président Tchani? Oui, merci Madame Nafissa. Vous venez de le dire, c'est la première visite terrain du président du CNSP, le général de brigade Abdrahmane Tchani. Pendant 18 mois, 19 mois, et il s'est illustré par quelqu'un qui est resté toujours sur place à Niamey, à part quelques petits déplacements, notamment au niveau de Ouagadougou et puis donc de Bamako. Et je crois même à Lomé également, oui. Mais sur le terrain, aujourd'hui, aller à Samira un dimanche, une visite dite inopinée, oui, à juste titre peut-être. Il faut dire que le président Tchani tient beaucoup à cœur, n'est-ce pas, donc la question sécuritaire et, n'est-ce pas, la vie de ses concitoyens. Ce qui fait que à Samira, c'était pour doper le moral de la troupe et également faire en sorte que les installations de la mine de Liptako, n'est-ce pas, qui à un moment donné, ces travailleurs ont demandé à ce que le CNSP vole à leur secours pour que cette seule mine d'or ne puisse pas mourir de sa belle mort. Je crois que c'est une réponse à cette préoccupation qui date de février 2024. Autrement, la lecture qu'il faut faire en résumé, c'est que il y a l'aspect sécuritaire qui est là et la volonté, n'est-ce pas, donc de faire en sorte que l'économie via les ressources minières, n'est-ce pas, donc, soient en bonne santé ou bien relancées là où il le faut. Alors, c'est une visite inopinée. Et Hassan Boukar, Samira est donc la première localité à être visitée par le président Tchani. Selon vous, le choix de Samira en premier lieu? Merci. Alors, je pense qu'on peut voir derrière cette visite la visite d'un chef militaire. C'est-à-dire un chef militaire qui part rencontrer ses troupes sur le terrain pour les galvaniser et rehausser leur morale, surtout dans une zone qui a été extrêmement difficile ces dernières années, la zone des 3 frontières. L'insécurité. Voilà, zone difficile d'accès, à la fois pour les populations civiles, pour les militaires, ça a été extrêmement difficile. Donc, il arrive en chef militaire pour essayer d'encourager, de monter le moral de ses troupes. On le voit aussi souvent au Burkina avec le président Traoré qui va souvent sur le terrain. C'est aussi le chef politique qui part rencontrer des populations éprouvées par des années de guerre, par des années d'insécurité, des populations qui peuvent avoir le moral bas,
Parce que quelquefois, quand vous êtes dans ce type de situation, vous avez l'impression que l'État vous abandonne. Alors le fait que le premier responsable de l'État vienne leur rendre visite, ça peut rehausser leur morale. Oui. Ils peuvent se dire que donc là, les dirigeants pensent à nous, ça peut être important. Mais il part aussi sur un site d'exploitation d'or, un minerai qui a fait beaucoup de polémiques ces derniers temps. Certains se sont demandé quelles sont les retombées réelles de l'exploitation de l'or pour le pays. Rappelez-vous de la polémique sur l'exportation via l'aéroport de Niamey, polémique sur laquelle le général Tchani s'est lui-même prononcé lors d'une interview à la télévision nationale. Donc c'est une visite symbolique importante. Rappelez-vous que pendant la 7e République, il est arrivé qu'un ministre de la Défense aille passer une nuit avec les troupes sur le terrain. Ça a été bien accueilli par l'opinion comme étant quelqu'un qui s'engage, qui accepte de prendre les risques et d'être là où les militaires se trouvent. Je pense que d'un point de vue symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Abdoulaye a rappelé que c'est quand même la première sortie. On l'a vu autour de Niamey et un peu de ses périphéries, mais aller dans les autres régions... c'est une zone en proie à l'insécurité. Voilà, aller surtout dans cette zone des 3 frontières, je pense qu'il faut aussi un peu de courage pour pouvoir le faire. Donc voilà. C'est une bonne initiative et l'impact sera... Quel sera l'impact peut-être Je pense que ça va beaucoup remonter le moral aux militaires. C'est-à-dire que dans une zone où vous faites parfois face à des embuscades, où l'ennemi vient surprendre votre quiétude, avec beaucoup de soldats qui sont tombés, etc. Je pense que le chef de l'État vienne les rencontrer, leur dire, ben voilà, l'État va vous soutenir, on va vous mettre dans les conditions. Je pense que ça va leur remonter le moral et je pense que les populations, en tout cas ne serait-ce que à travers des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Apparemment, les gens sont contents de voir le chef de l'État venir leur rendre visite. Et justement, il a même eu à visiter le village de Libiri qui a été victime d'une attaque terroriste le 11 décembre 2024. Oui, circulé sur les réseaux sociaux. Je pense que les populations au niveau local vont beaucoup... Voilà, je pense que le chef de l'État puisse aller sur le terrain, rencontrer les soldats, les populations. C'est toujours quelque chose d'extrêmement important du point de vue de la symbolique et tout ça. Merci bien. Alors, Ousseini Issa, le président Tchani, qui effectue une visite dans la région de Tillabéri, plus précisément au village de Samira, de Libiri. Quelles sont vos impressions? Mais, Nafisa, mon premier commentaire autour de ce déplacement, c'est que ça brise une idée, comment ça s'appelle, longtemps entretenue, selon laquelle il ne peut pas sortir. C'est à Niamey, il va tourner, il ne peut même pas sortir du palais. Il a commencé à sortir du palais. Maintenant, au-delà du palais, il va, y compris dans des zones d'insécurité, parce que c'est une zone que je connais très bien. Je connais la zone de Samia, dans la commune de Goté. Je sais c'est quoi cette zone. C'est une zone extrêmement dangereuse. Il a décidé de faire sa première sortie dans cette zone-là. Il a été à la mine d'or de Samira, il a visité les populations de Libiri, n'est-ce pas? C'est déjà, ça montre déjà une chose, c'est que c'est pas parce que tout simplement il peut pas sortir qu'il est resté pendant tout ce temps-là au palais. Au palais, président. Il a tenu à démontrer qu'il peut sortir pour aller rendre visite aux populations qui sont dans ces difficultés-là, n'est-ce pas? Parce que c'est pratiquement la zone où je peux dire même l'épicentre des attaques, des attaques terroristes. Oui. Il a accepté, il a décidé de le faire, il l'a fait. Il est revenu. Maintenant, ce que j'ai pas... En tout cas, ce qu'on a attendu, c'est que on parle de Samira. Oui. Samira a quel statut aujourd'hui? Effectivement. J'aurais bien voulu entendre qu'on dise que voilà la situation de Samira, parce que c'est la première mine industrielle depuis 2004. J'aurais aimé qu'on entende au moins quelle est la situation, le statut de cette mine-là aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on est dans le flou total. On ne sait pas qui gère ça.
quelle est la part de l'État, tout ça. Quelles sont les retombées pour l'État, tout ça. Depuis que la société canadienne, Sémaphore ou comment ça s'appelle, a plié bagage, on ne sait plus exactement qui gère cette mine-là. Et ça continue à être exploité. Un temps, on avait parlé d'une dame là, ghanéenne, qui a repris la mine. Il faut bien qu'on dise aux gens, c'est quoi? Ça rapporte quoi? Parce qu'on parle de l'or. La commercialisation de l'or, c'est pas comme l'uranium. Tu peux l'amener directement sur le marché, tu connais. L'uranium, c'est autre chose. Alors, qu'on nous dise au moins... Peut-être comme c'est une visite inopinée, une expertise sera attendue après. Pour pouvoir surprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est aussi important. D'avoir la situation sur place. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelles sont les retombées pour le Niger par rapport à cette mine-là? C'est pas simplement visiter la mine pour dire qu'il est parti sur la mine. On aurait bien entendu qu'est-ce qu'il a demandé et un peu qu'est-ce qu'on lui a répondu par rapport à la gestion de cette mine-là. Ce serait intéressant pour les Nigériens de savoir exactement, parce qu'aujourd'hui, Nafisa, les gens ne savent pas exactement cette mine-là, ça profite à qui. Voilà le problème. Abba vient de dire qu'on a un scandale de comment ça s'appelle, d'exportation de tonnage d'or, et ça fait boucan. Mais jusqu'ici, il n'y a rien qui a été révélé. Les gens aiment bien savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Quelle est la part de l'État aujourd'hui dans cette mine? On aurait pu faire le point, et ceux qui l'ont accompagné auraient dû faire le point dans les médias. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Alors, le président qui effectue donc cette première visite terrain, c'est une très bonne chose. Alors vous, Abdoulaye, je reviens avec vous. Selon vous, est-ce qu'il y a une autre localité qui mérite aujourd'hui d'être visitée après Samira? Si oui, laquelle? Je crois qu'il faut saluer l'initiative et qu'on prie à ce que ça puisse continuer et qu'il prête une oreille attentive, n'est-ce pas, au cri de cœur de ses compatriotes. C'est ça qui est le plus important. Il ne sert à rien de faire des visites sur le terrain, d'être applaudi, d'être je ne sais pas quoi, et que bon, au finish, il n'y a pas de répondre. C'est vrai, il faut saluer sa descente au niveau de Libiri, un village qui a été la cible d'attaque terroriste, vous l'avez rappelé, le 11 décembre, réinstallé sous les ordres, et auquel il a apporté des kits alimentaires et constaté de visu comment la réinstallation des populations est progressivement en train d'être faite avec des garanties de sécurité. Donc je crois que dans ce cas de figure, il peut continuer ce genre de descente et puis vraiment reconnaître qu'en réalité, l'insécurité telle qu'elle est en train d'être gérée, souvent il faut aller sur le terrain pour constater de visu ce qu'il y a et doper le moral de la troupe. Une troupe souvent qui est démoralisée quelque part, qui peut être quelque part démoralisée avec les réseaux sociaux, ce qu'on raconte, n'est-ce pas, les bilans qui souvent dépassent de communes qui sont sans commune mesure avec la réalité, tout ça là, donc vous comprenez. Donc c'est très bien, il n'a qu'à essayer de continuer et aller tâter le pouls, n'est-ce pas, de la population, être à son écoute pour voir les préoccupations réelles des populations. Il ne sert à rien de rester dans son palais et de s'en tenir aux fiches qu'on lui fait pour dire que non, ce n'est pas ça. Le Niger est en train de renaître, le Niger se veut souverain et les Nigériens ont besoin quand même de vivre, n'est-ce pas, quotidiennement, un vécu quotidien de plus en plus non harassant, non contraignant, où maintenant il faut des yeux de la tête pour pouvoir même s'assurer de repas quotidiens par jour. Donc vous comprenez, les conditions de vie de nos compatriotes sont extrêmement difficiles aujourd'hui. Donc je crois qu'en faisant ce genre de sortie, il va constater de visu lui-même, entendre, n'est-ce pas, et peut-être prendre sur place certaines décisions et maintenant faire en sorte que, bon, en réalité, ce que lui-même il veut, que, bon, les citoyens soient, n'est-ce pas, vraiment fiers qu'ils aient un président comme lui. Alors, Abba, pour clôturer ce sujet aujourd'hui, après cette première sortie terrain, quelles peuvent être les attentes aujourd'hui des Nigériens même?
Je pense que certains au moins souhaiteraient peut-être le voir continuer à aller sur le terrain. Je pense que si on regarde dans l'histoire, les visites terrain aux côtés des populations, c'est une tradition bien militaire au Niger. Ça rappelle la période de Séni Kountché, qui était en tout cas au lendemain de chaque campagne agricole, qui fait ses tournées en profondeur dans le pays. Il partait rencontrer les gens. Il ne se contentait pas forcément de ce qu'on lui raconte. Il partait aussi rencontrer les populations. Et je pense que pour les populations, rencontrer les premiers responsables de l'État, ça n'arrive pas tous les jours. C'est des choses, je pense, qui leur plaisent et ça permet aux dirigeants d'aller rencontrer, voir les conditions de vie des populations. Donc je pense que les gens voudront bien voir le chef de l'État aller sur le terrain, écouter les populations. Et comme Abdoulaye l'a dit, pas seulement écouter et prendre en compte ce que les réalités que les gens vivent. Donc je pense que ça sera une continuité. Voilà. Merci. Donc, nous allons observer une courte pause. Deuxième sujet de ce forum de la presse, le gouvernement nigérien a officialisé ce 22 février 2025 l'attribution de 2 nouveaux permis d'exploitation minière lors du Conseil des ministres. Ces permis dédiés à l'extraction du cuivre et de l'uranium ont été accordés à des sociétés nationales. Le premier permis concerne l'exploitation du cuivre dans la commune rurale de Tabelote et de Dabaga, située dans le département de Tirozérine, région d'Agadez. La compagnie minière de l'Aïr, détenue à 25% par l'État, a été choisie pour piloter ce projet. Les prévisions annoncent une production moyenne de 2700 tonnes de cuivre métal par an sur 10 ans et la création de 300 emplois directs et des redevances estimées à plus de 4 milliards de francs CFA sur sa première décennie. Et le second permis attribué à la compagnie minière de recherche et d'exploitation Comirex porte sur l'extraction de l'uranium de la commune rurale de Danat, région d'Agadez, avec une participation étatique de 40%. Et ce projet vise une production annuelle de 300 tonnes d'uranium métal sur 5 ans renouvelables. Il devrait générer 94 emplois directs et des redevances estimées à plus de 3,6 milliards de francs CFA. Ce sont donc des sociétés nationales qui ont eu cette attribution au CNISA. Qu'est-ce qui a motivé cette décision du gouvernement selon vous? Mais ce qui a pu motiver cette décision du gouvernement, c'est qu'il faut nationaliser. C'est nos ressources, n'est-ce pas? C'est des ressources qui appartiennent à tous les Nigériens. Dans la dernière constitution qui a été suspendue, on a bien dit que les ressources naturelles appartiennent aux populations. Oui. On crée les conditions aujourd'hui de plus en plus pour que ce soit des nationaux ou que ce soit l'État même qui exploite ces ressources-là, n'est-ce pas? Maintenant, le tout n'est pas d'exploiter les ressources. Encore faudrait-il créer les conditions, n'est-ce pas? Parce que c'est important, les conditions pour que les dividendes, les retombées de cette exploitation-là, pour maximiser les retombées économiques, que ça puisse profiter aux populations, n'est-ce pas? Je me rappelle et je vais revenir là-dessus. Que dit son âme? L'ancien ministre des Mines, jusqu'à on l'a surnommé lingot d'or. Oui. Il dit, on va avoir nos lingots d'or. Aucun Nigérien n'a vu la couleur de ce lingot d'or-là. Jusqu'à ce que Semafo, la société canadienne, s'en aille, on n'a pas vu. Il y a eu des investigations autour de l'exploitation de ce or-là, n'est-ce pas? Pendant que les Bazoum étaient à l'opposition, ces Bazoum, en tant que, comment on appelle ça, une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire, et qui a relevé des monstruosités par rapport à l'exploitation et à la commercialisation de ce or-là. Bon, j'ai dit, c'est bien de dire on va mettre les sociétés nationales, mais il faut créer les conditions, Nafisa, pour que la transparence prévale, pour qu'on puisse utiliser les ressources issues de l'exploitation de ces ressources et les recettes générées par l'exploitation de ces ressources-là, que ces recettes-là puissent profiter aux Nigériens,
que ça puisse améliorer l'éducation, que ça puisse améliorer la santé. Oui, sans vous couper même la parole, d'ailleurs, quelles sont les opportunités même qu'offre le secteur des ressources minières ici au Niger? Mais non, mais quand on prend par exemple des pays, y compris la France, oui. C'est des pays qui sont développés avec leurs ressources. Les pays nordiques, là, ils se sont développés à travers leurs ressources. On peut créer les conditions pour que ces ressources-là puissent se développer en industrialisant, en créant les conditions pour que les jeunes qui sortent des universités puissent trouver de l'emploi. C'est des industries aujourd'hui. Ils se basent sur des industries et c'est les mêmes industries qui profitent de nos ressources-là. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Il faut créer les conditions alors, quand on les exploite, c'est que ça puisse permettre de mettre en place des unités industrielles pour offrir des emplois aux jeunes gens qui sortent des universités. C'est très important. Parce que c'est des ressources qui sont épuisables. Ce n'est pas sur la durée. Au bout d'un certain temps, c'est épuisé. Maintenant, si on a bien su gérer, en créant des unités industrielles, on peut offrir de l'emploi aux jeunes. Aux jeunes, en tout cas. On peut renforcer l'école, on peut renforcer la santé, on peut prendre en charge les gens qui viennent, qui arrivent, qui sont à la retraite, on peut les prendre en charge. On n'a pas besoin de tendre la main à ceci ou cela. Aujourd'hui, les pays, comment ça s'appelle, du Moyen-Orient, c'est grâce au pétrole qu'ils ont pu mettre en place des infrastructures qui font qu'ils vivent aisément. On peut le faire avec nos ressources. Si on ne le fait pas avec nos ressources, quand ça va être épuisé, on va pas continuer. Même ces gens qui nous donnent des aides, ils vont se détourner. Ils vont dire qu'il n'y a pas de garantie. Ils nous donnent ces aides-là, c'est parce que tout simplement il y a des garanties. Alors, Abba Ousseini estime qu'il faut bien maximiser les retombées économiques. Alors, comment? Alors, Ousseini a déjà expliqué la transparence. La première des transparences, c'est de savoir combien ça rapporte chaque année. Ça, c'est extrêmement important. Vous prenez et vous créez une société. Vous avez de l'argent que le pays gagne. D'abord, le gouvernement est actionnaire. C'est bien de savoir combien rentre dans le budget de l'État. Oui. Ils ont fait des prévisions qui devraient apporter environ 6 milliards pour le cuivre. Et tout ça, oui. Alors, le gouvernement, ce qu'il gagne, vous avez des employés qui sont salariés. Les salaires sont taxés. Ces gens-là, l'argent qu'ils gagnent, ils le réinvestissent dans l'économie. La TVA et autres, ça permet aussi de taxer la consommation, etc. C'est des emplois qui sont créés. Il y a forcément des retombées. Maintenant, quand Ousseini parle de transparence, on peut le comprendre. On a quand même exploité l'uranium depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Avec les sociétés nationales. Sur Samira, il a bien fait de l'appeler. Pendant la Ve République, il y a eu une commission d'enquête parlementaire. Une des conclusions de cette commission, c'est que, en termes d'exonération fiscale, l'État perd près de 10 milliards, c'est-à-dire que l'équivalent de 10 milliards de recettes fiscales auxquelles l'État renonce. Et en fin de compte, la société elle-même elle ne rapporte pas les 10 milliards aux caisses de l'État. Donc, à l'époque, on gagnerait à fermer Samira. Vous voyez bien. Donc, c'est pour ça que les questions de transparence, elles sont extrêmement importantes. Voilà, tous les pays n'ont pas l'opportunité que le Niger a. Lorsqu'il y a ces ressources-là, dans un pays extrêmement jeune, qui va forcément poser des questions d'emploi, des questions de chômage et d'emploi pour les jeunes, les questions de formation, on a une opportunité, il ne faut pas dilapider, on n'aura pas cette chance plusieurs fois. Donc, ces ressources, elles peuvent finir. Donc, le temps qu'elles finissent, on a la possibilité de créer de l'emploi. L'État a la possibilité de gagner des ressources. On a aussi la possibilité de diversifier. C'est-à-dire qu'en prenant l'argent de ces ressources minières, on peut investir dans le secteur agricole, on peut investir dans l'élevage. Ça peut générer, oui. Voilà, c'est aussi, on peut faire des investissements stratégiques qui permettent à l'État, au moment où ces mines-là vont se vider, qu'on ne ressente pas ce vide-là, parce qu'entre-temps, on avait déjà pensé à autre chose. Donc, c'est des choses extrêmement importantes. Maintenant, je pense que c'est bien
d'essayer d'engager des sociétés nationales sur ces questions. D'abord, ça développe l'expertise nationale. Ça permet aux Nigériens de s'exercer sur ce terrain. Tout le monde apprend. C'est-à-dire qu'avec des partenariats, en s'exerçant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on le dit. Voilà un pays qui a des ressources. Si toutes nos ressources sont exploitées de l'extérieur, c'est quand même grave. J'ai écouté le ministre du pétrole. Sur sa récente sortie. Voilà, après sa récente sortie, quand il parle du pétrole, de documents totalement chinois, de logiciels en chinois, on a l'impression que pour les ressources dont on a, ce sont les autres qui maîtrisent ces ressources-là. Vous êtes forcément grugés. Beaucoup reste à faire alors. J'ai vu récemment à la télévision des jeunes qui étudient le pétrole et qui disent que normalement dans leur formation, ils devaient avoir au moins 70% de pratique et 20 ou 30% de théorie. Là, ils ont au moins 80% de théorie. Lorsqu'il y a ces opportunités, ça permet aussi de former des jeunes générations de façon à ce que sur les ressources-là, qu'ils soient des Nigériens qui comprennent bien. Voilà, les chantages que les autres nous font, c'est aussi sur ces choses. Il faut qu'on apprenne à les transformer. Moi, lorsqu'on travaille sur les budgets, je me moque parfois de mes cousins Peul, quoi. Il dit, alors tu vends la chèvre à 15 000, celui qui l'achète fait 2-3 souliers, qu'il va vendre peut-être à 60 000, il vend la peau. Il faut savoir saisir les opportunités et puis les transformer. On a des ressources, on les vend à l'état brut. Ceux qui l'achètent, ce sont eux qui en profitent. Il faut qu'on soit capable de transformer ces ressources-là. Sinon, la seule chose qu'on va gagner, ce sont ces mines de déchets autour d'Arlit, d'exploitation de l'uranium, qu'on a du mal maintenant à savoir comment on va gérer. On a des millions de tonnes liées à l'exploitation de l'uranium. Comment les gérer? La gestion est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est pour ça que dans certains pays, on amène les déchets toxiques dans des régions du monde peu contrôlées, là où il y a des déserts, etc. Parce que la gestion a un coût. Normalement, c'est pendant que vous faites l'exploitation que vous prévoyez. Voilà. Donc, je pense que c'est une opportunité. Mais encore une fois, les dirigeants ont une responsabilité. Faire en sorte qu'on ne dilapide pas cette chance-là. Ousmane parlait de la Constitution qui est passée. La Constitution de la 7e République a aussi dit les domaines dans lesquels il faut investir davantage. On a même parlé des générations futures, etc. Pour dire on doit faire le développement durable, faire en sorte qu'on puisse non seulement l'investir aujourd'hui, mais aussi ne pas compromettre l'avenir des jeunes. Donc il y a énormément de choses à faire et je pense que encore une fois, les dirigeants ont une responsabilité. S'ils gèrent bien, c'est tout le monde qui en profitera. De nouveaux permis, beaucoup doit être fait et ces sociétés nationales qui ont été choisies par le gouvernement ont des défis aujourd'hui, Abdoulaye. Oui. Des défis énormes. Il faut montrer qu'on est capable, que nous-mêmes, de transformer nos propres ressources et faire en sorte que la population puisse en profiter. Et il faut dire avec le cuivre que c'est que le Niger est en train de rentrer dans le cercle le plus restreint des pays qui exploitent le cuivre. En Afrique, je crois qu'il n'y a pas plus de 6 pays et la plupart de ces pays, c'est les pays de l'Afrique australe, centrale, n'est-ce pas, la RDC, peut-être pour les citer, la RDC, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie, la Namibie, et en tout cas 6 pays. Alors, si aujourd'hui le gouvernement mise sur cette diversification, n'est-ce pas, donc de l'exploitation minière, c'est que il faut diversifier également les sources de revenus, d'entrée de fonds. Et ces sources, n'est-ce pas? C'est-à-dire, oui. L'argent, donc la distribution équitable des ressources. Alors, dans ce cas de figure, il faut faire ce que Hussein vient de dire et renchérir, c'est surtout la politique de la transparence. Il faut que sur tout le cheminement, que l'État également ait un droit de regard, étant donné qu'il est quelque part actionnaire dans l'un des trucs, je crois bien, donc, et que bon, ce qui va tomber, n'est-ce pas, profite à tout le monde. Oui, comment ces revenus générés peuvent profiter aujourd'hui directement à la population nigérienne? Mais il y a les secteurs dans lesquels ils doivent être injectés. Oui. Vous voyez, donc les secteurs sociaux, n'est-ce pas, l'éducation, la santé et bien d'autres. Voilà.
Oui, Moi, par exemple, prenez un peu aujourd'hui la zone d'Arlit, la zone d'Agadez, ces zones à partir desquelles on exploite les ressources. Vous n'avez même pas de route. Malheureusement. Même pour aller exploiter, vous n'avez pas de route. Le minimum aujourd'hui, c'est qu'il y ait une bonne route pour aller dans ces zones, que les gens, que le déplacement, la voie de l'or, comme voilà, donc c'est-à-dire que là où on exploite, ça rappelle quand même beaucoup de choses, c'est l'histoire récente de ces pays. Quand on a connu des rébellions, tous ces moments difficiles, c'est quand même des choses qui ont été rappelées sur le fait qu'on ne voit pas les retombées sur place, etc. C'est vrai, aujourd'hui on parle beaucoup de contenu local, comment faire en sorte que les entreprises aient des obligations vis-à-vis de l'environnement dans lequel elles travail, etc. Mais par exemple, une des choses aujourd'hui, c'est une route. On a du mal, si vous partez à Agadez, vous faites 48 heures. Alors, pour vous raconter une anecdote, j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu ici pendant la colonisation. Il dit, vous savez, Agadez, c'est loin. À l'époque, on faisait 48 heures. J'ai dit, eh bien, on fait toujours. on fait toujours 48 heures pour aller. Donc, au moins, le minimum, c'est une route. Voilà. Alors, oui, pour compléter. Parce qu'avec leur foire, là, ceux qui veulent de Timia, là. La foire agricole, ceux qui arrivent. Les agrumes de Timia, oui. Il y a un qui me dit, en réalité, ce qu'ils produisent, ils sont obligés même de limiter la production parce que c'est le transport qui pose problème à cause de l'état de la route. Si l'état de la route était bon, ils n'allaient même pas amener tout ici à Niamey. Mais ils sont obligés parce que c'est seulement à Niamey qu'il y a une forte clientèle. Et c'est pour ça qu'ils viennent pas avec tout d'emblée. Ils viennent en machin, par tranche, pour pouvoir écouler. Dans un pays aussi vaste que le Niger, les voies de communication, c'est un enjeu extrêmement important. Extrêmement important. Et quand les gens sont là à exploiter les ressources naturelles dans cette région et qui sont incapables, comme Orano, de construire des routes. Moi, je me dis quelque part, il faut mettre fin à ça. Si des nationaux ou l'État en personne peut prendre en charge ces questions-là, moi, je me dis, autant que ça se fasse et autant qu'on arrive à transformer ces ressources-là chez nous. On espère bien que ces retombées économiques soient maximisées et qu'ils puissent profiter directement à la population. Nous allons donc observer une courte pause avant d'entamer le dernier sujet. Dernier sujet, nous sommes donc à la veille du mois béni du Ramadan. À cette occasion, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, a instruit le gouvernement à continuer la sensibilisation de la population sur les valeurs de solidarité, particulièrement à l'endroit des opérateurs économiques, à ne pas renchérir les prix des denrées alimentaires prisées en cette période. Ainsi, le communiqué du Conseil des ministres du 22 février indique que le gouvernement appelle donc les opérateurs économiques, les organisations de la société civile et l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité, d'entraide et de tolérance en cette période de grande dévotion. Alors, Ousseini, quelles sont vos appréciations vu que c'est pendant ce mois de Ramadan qu'on connaît vraiment une inflation des prix des produits? Vous savez, Nafisa, d'une année à l'autre, à la veille de ce mois béni là, il y a des communiqués qui sont faits, y compris les commerçants. Ils font des communiqués pour dire qu'ils vont réduire les prix. Les prix des produits. Malheureusement, le constat n'y est. Malheureusement, on crée même des pénuries où il faut courir dans tous les sens pour trouver certains produits. On fait la spéculation. Alors, moi je suis convaincu de tout ce qui est en train d'être dit. Quand ils appellent, ils sensibilisent. Je sais pas, ils entendent non. Ils savent bien que il faut créer les conditions pour que les populations, parce que c'est un mois de piété, tout ça. Ils savent bien que les populations n'ont pas les ressources ou les recettes, les revenus des populations n'ont pas augmenté, n'est-ce pas, des consommateurs. Mais ils profitent de cette situation-là, pratiquement, pour enchérir en créant des situations de pénurie. On a vu la situation l'année dernière par rapport au sucre. Et cette année, le sucre est dans les environs de 30 000, 30 et quelques mille. Hein. Alors, il n'y a pas que le sucre. On était confronté à la situation de riz. Mais y compris les légumes et autres,
C'est la période que les commerçants attendent pour vouloir maximiser, n'est-ce pas? Sans tenir compte du fait que les revenus des consommateurs, le revenu n'a pas augmenté, n'augmente pas. On est dans une situation comme ça. C'est pour ça que je me dis quelque part, si l'État avait solutionné ça de manière durable, à l'époque il y avait les copros, tu peux tout trouver. En tout cas, les denrées alimentaires de base là, dans les, comment on appelle ça, les copros qu'il y avait à l'époque. Oui, bien sûr, dans les quartiers, tout ça, tu vas, tu achètes. C'est que le commerçant va vendre à 1500. Là-bas, tu peux trouver ça à 750 ou à 800 ou à 1000 francs, n'est-ce pas? Mais à cause des politiques économiques imposées par la Banque mondiale et le FMI, on a fermé tout ça, n'est-ce pas? Il faut réhabiliter ces genres d'infrastructures pour permettre aux populations qui n'ont pas suffisamment de moyens. Alors aujourd'hui, comment le gouvernement pourrait faire respecter vraiment ces décisions, ces appels? Mais comment respecter? Est-ce qu'on va imposer? Un comité de suivi? Non, quel comité de suivi? Tout ça là, ça ne tient pas la route. Tout ça là, ça ne peut pas marcher. Comité de suivi par rapport à quoi? Le commerçant du coin, il va dire voilà, c'est comme ça je vends. C'est à prendre ou à laisser. Quelqu'un peut lui imposer. Tu vas le dénoncer. Pour dire qu'il t'a vendu le produit, voilà le prix qu'on a mis en place. Il t'a vendu ça plus que ça, plus cher que ça. Tu vas le dénoncer. Dans ton quartier, les gens vont t'indexer comme étant mauvais. Parce que c'est toi qui as fait qu'on est venu fermer la boutique. D'accord. De la personne. Alors vous, Abdoulaye, quelle est votre analyse sur cette situation qui prévaut chaque Ramadan, la flambée des produits prisés pendant cette période? Oui, ces périodes comme le Ramadan, comme la Tabaski, les fêtes religieuses musulmanes, c'est pratiquement pour les revendeurs, les opérateurs économiques, leur période de traite. C'est la période qu'ils jugent approprié pour faire le bénéfice d'une année d'activité. Vous voyez, et malheureusement, en tant que musulman, je crois que si vraiment on est musulman convaincu, honnêtement, c'est la période où il faut chercher la grâce divine, n'est-ce pas, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, en faisant des œuvres de charité. L'œuvre de charité, ce n'est pas de donner gratuitement, mais au moins faire en sorte que les choses diminuent et soient accessibles à toutes les bourses. Vous comprenez? Or, chaque année, Hussein vient de le rappeler, le gouvernement passe, n'est-ce pas, ces messages, il faut rencontre même les opérateurs économiques, n'est-ce pas, il fait même des déserrements tarifaires, n'est-ce pas, sur certains produits. Les commerçants, les opérateurs économiques prennent acte, ils prennent l'engagement, mais au finish, on constate qu'en réalité, non, c'était juste, c'est rentré d'une oreille et puis c'est sorti. Mais à qui la faute si vraiment chaque année, il y a des appels, des communiqués, mais la situation ne change pas? Non, c'est la conscience. Quelle est la solution? C'est la conscience des opérateurs économiques. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution magique. L'essentiel est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Du fait que les produits proviennent du port de Lomé, pour la plupart, n'est-ce pas? Le port de Lomé, il faut faire le convoi pour venir à Niamey, il faut plusieurs jours sous exercice militaire, n'est-ce pas? Et bon, voyez-vous, c'est vraiment des yeux de la tête. Et ils vont dire, bon, voilà, aujourd'hui, c'est un peu difficile pour eux. Eux aussi, il faut qu'il y ait marge de manœuvre. Tout à l'heure, en off, Abba Hassan et moi, Abba, il a été clair. Il dit, ben, maintenant, pour revenir à cette situation de pénurie artificielle, peut-être, pour voir les prix se renchérir, il peut dire, bon, entre deux convois, on ne sait pas la durée, n'est-ce pas, où le convoi peut être venu à destination. Auquel cas, s'il y a vraiment ce genre de situation qui arrive à se poser, de l'autre côté, le commerçant va dire, écoutez, moi j'ai attendu, ça fait combien de temps ça n'est pas venu, maintenant il y a la pénurie artificielle également, tout ça là, je vais revoir ça à la hausse, les produits. Ce qui fait que vraiment le gouvernement a du pain sur la planche, il doit prendre toutes ses responsabilités, faire en sorte que les produits de première nécessité, de grande consommation,
consommation soit disponible, soit également accessible. Tout à l'heure, vous venez de dire que le carton de Saint-Louis de sucre, je ne sais pas si c'est Saint-Louis, moi j'ai posé la question. Certains m'ont dit qu'ils n'ont même pas rencontré ça sur le marché. Ils ont trouvé une autre variété de sucre, mais qui est vendu à 29 000. À 29 000 francs. Déjà 29 000 francs. 29 000, quelqu'un même a dit qu'il y a juste une remise de 1000 francs CFA. Vous comprenez? Alors, oui, merci. Deuxième chose, c'est que pour l'instant, il y a des denrées qui sont accessibles. Oui, certaines, n'est-ce pas, sont également non disponibles. Malheureusement. Alors, Abba, à la veille donc, du Ramadan, donc, le gouvernement qui demande encore aux commerçants de ne pas renchérir les produits, cette situation qui perdure chaque Ramadan. Quelle est votre analyse? Est-ce qu'il y a même des alternatives que la population pourrait adopter pour vraiment faire face à ce problème? J'ai écouté l'appel du gouvernement qui ressemble aux autres appels qu'on a entendus depuis des années. J'ai peur que ça ne serve à rien. C'est-à-dire qu'à court terme, je ne vois pas de solution. Le gouvernement peut toujours dire fils Abilillah. Voilà, on rappelle Dieu, on rappelle que c'est un mois saint, si vous voulez aller au paradis, on peut toujours faire ça. Ça fait plaisir d'attendre, mais on sait que ça ne sert à rien. Ils ont évoqué la question de l'acheminement de certains céréales que le gouvernement a facilité. C'est plus profond que ça. C'est plus profond, c'est-à-dire que on va les faire. Abdel a rappelé, Tanja a même dit je renonce aux taxes. C'est-à-dire que de la même façon que lorsqu'on a renoncé aux taxes sur le ciment, ça a fait baisser le prix. Normalement, quand l'État renonce aux taxes, ça fait baisser. Ça n'a servi à rien. Je pense que de l'explication de Hussein qui est allé loin chercher justement l'explication, et c'est une bonne chose, et Abdoulaye, la seule conclusion à laquelle il faut arriver, il faut que l'État reprenne un des rôles qu'il a connu et qui a fait que l'État ait plus de légitimité aux yeux des citoyens, c'est-à-dire d'ouvrir l'OPVN, la COPRO, reprendre un mécanisme où l'État lui-même vend les denrées alimentaires. C'est-à-dire, on est dans un monde où on a des partenaires, parfois on prend des engagements internationaux, mais le Niger est un cas particulier. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des pays dans lesquels les agriculteurs constituent 1%, 2% de la population. Qui ont considéré qu'on peut prendre des mesures les plus strictes sur l'agriculture, faire en sorte que les denrées alimentaires soient des marchandises comme les autres. Lorsque vous êtes un pays où 80-85% de la population vit d'agriculture, vous êtes presque abonné aux crises alimentaires, les denrées alimentaires ne sont pas une marchandise comme les autres. L'État peut défendre le fait qu'il faut qu'il soit commerçant en disant « je laisse tous les autres domaines aux commerçants. Ils peuvent faire la spéculation, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à vendre les voitures 2 fois plus chères. On peut penser que c'est quelqu'un qui achète une voiture, on peut penser qu'il y a quand même le sac de riz chez lui. Alors, mais les denrées alimentaires, les produits de première nécessité, il faut que l'État lui-même les vende. Parce que c'est parti justement, comme Hussein l'a rappelé, de l'ajustement structurel. On a considéré que c'est le privé qui sait vendre, c'est le privé qui sait faire les affaires, que l'État nul ne sait pas. On ne l'a jamais prouvé. Donc, aujourd'hui, après avoir exercé tout cela, on sait que si l'État ne vend pas lui-même, il n'y a pas de compromis possible avec le marché. C'est vraiment ça le constat qu'on fait. Et donc, il faut que l'État lui-même puisse vendre, en tout cas en ce qui concerne les denrées alimentaires, il faut qu'il les fasse. Autre chose qu'on peut faire, aujourd'hui, la TVA est une des sources de revenus de l'État. La TVA, le Niger a choisi le taux de TVA le plus élevé de l'espace communautaire. Le plus élevé, on a choisi 19%. Donc, ça veut dire que quand vous achetez un produit, vous rajoutez presque le 5e du prix. 19%, c'est le 5e du prix. On peut aujourd'hui... Il y a la question aussi de la certification aujourd'hui. Oui, je vais dire, en mettant la TVA, ça devient plus cher. Il faut peut-être qu'on revoie les produits auxquels on impose la TVA. Ou on supprime la TVA sur le produit de première consommation, ou on prend le taux le moins cher. Ça permet aux gens au moins de manger à leur faim. Donc, je pense qu'il y a des solutions que l'État peut faire. Donc, malheureusement, ce n'est pas à court terme. Moi, pour le Ramadan, je ne vois pas de solutions. Parce que, comme vous le rappelez, normalement, Dieu dit, pendant les 12 mois de l'année,
Il y a un mois pendant lequel je laisse ouvertes les portes du paradis. Ceux qui veulent peuvent entrer. Alors si quelqu'un renonce à ça, je ne sais pas franchement s'il y a une solution. Donc, à court terme, je ne vois pas. Vraiment, on espère que ces propositions, recommandations soient attendues et c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 28 février 2025. Merci donc pour vos appréciations, décryptage. Hussein Issa, journaliste indépendant, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative et Abdoulaye Soumane, journaliste indépendant. La technique est assurée par Abdelkader Tchambiano. Je suis Nafis Adam Sirfa, la modération. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous. Au revoir.